Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media TV Afrique. Bienvenue dans le Talk Afrique. Selon l'UNESCO, parmi toutes les régions, l'Afrique subsaharienne a les taux les plus élevés d'exclusion de l'éducation. En Côte d'Ivoire, l'accroissement des capacités d'accueil est une priorité pour les autorités. Pour cette année scolaire 2024-2025, 118 nouvelles écoles préscolaires, 279 nouvelles écoles primaires et 79 nouveaux collèges, dont 68 collèges de proximité, ouvrent leurs portes. Si la rentrée des classes est effective, comment réussir cette année avec de meilleurs résultats? On en parle dans cette émission. Nous avons le privilège de recevoir en plateau deux invités. Elisabeth Messé est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Media TV Afrique. Merci. Vous êtes praticienne en psychopédagogie positive et responsable d'un cabinet de coaching qu'on appelle Éveil de Champions. C'est bien cela? C'est exact. On vous a eu déjà 2 reprises sur nos plateaux et on a eu de bons retours. Ça fait un plaisir d'être là. Et sur notre plateau également, Tite Latro, il est manager de services informatiques et il est parent d'élèves. Merci également d'être sur notre plateau. Merci, c'est toujours un honneur d'être en vos on vous a eu également sur notre plateau dans un registre. Vous avez partagé votre expérience en vie associative et là, vous êtes là pour nous parler de votre expérience en tant que parent d'élèves à cette rentrée des classes. Alors la première question, c'est pour vous. Alors il est toujours bon de préciser les compétences, de l'expliquer à plusieurs personnes pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a dans cette compétence de praticienne en psychopédagogie positive. C'est important de le dire. Alors, bonjour à tout le monde. Praticienne en psychopédagogie positive, c'est juste une capacité de pouvoir accompagner, coacher, former en considérant la pédagogie positive. C'est-à-dire que nous nous focalisons non pas seulement sur l'intellect, mais sur le bien-être intellectuel, physique et émotionnel qui concourt au bien-être et à l'épanouissement scolaire de l'enfant. On a l'habitude de se focaliser seulement sur l'intelligence, sur l'intellect, le cerveau, mais il n'y a pas que ça. L'émotion aussi participe à mon apprentissage, le physique, le corps participe également à mon apprentissage. Donc ce sont des domaines qu'on ne doit pas écarter, mais qu'on doit associer à l'intellect pour pouvoir faire des élèves, des apprenants performants. Il y a peut-être une vingtaine d'années en arrière, pour vous qui commenciez les bancs, ce genre de spécialité, peut-être que vous n'en avez pas vraiment bénéficié. Donc on dira que la génération actuelle, peut-être dans d'autres pays développés, c'est une compétence développée, mais en Afrique, c'est pas évident. Oui, le monde évolue. Ouais. Le monde évolue. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec tous ces aspects-là, ça peut booster l'enfant à mieux étudier, à mieux aller de l'avant. Donc je pense que ce sont toutes les chances sont réunies pour pouvoir réussir. Revenons donc à notre sujet. C'est la rentrée des classes dans bon nombre de pays. Ici en Côte d'Ivoire, la rentrée a été déjà annoncée, donc elle est effective. Vous, en tant que parents d'élèves, alors à l'approche de la rentrée, comment est-ce que vous vous préparez et comment est-ce que vous menez à bien une telle rentrée des classes? Bon, la rentrée, elle se prépare le plus tôt possible parce que il y a l'engagement des parents, mais il y a aussi l'élève aussi qui doit être prêt. Donc le parent déjà, il sait dans quel établissement son enfant doit aller, il prend les informations et il inscrit l'enfant, il prépare tout l'environnement pour que le jour J de la rentrée, l'enfant ne reste pas en dehors de ses camarades, parce que s'il reste en dehors de ses camarades qui ne va pas, il va commencer à pleurnicher, il va commencer à réclamer des choses. Donc, c'est tout cet environnement qu'il faut mettre en place avant pour que le jour J, l'enfant vraiment puisse répondre présent à l'invitation de l'école. Mais quand on parle de rentrée, on pense aussi aux tout petits, aux préscolaires. La plupart du temps, quand on les envoie à l'école pour la première fois, ils ont du mal à se détacher des parents. C'est une semaine de pleurs, de funérailles. Bon, ça dépend. Ça dépend. Certains enfants, oui. Mais il faut dire que cette rentrée, surtout pour les plus petits, pour la première fois, ils se préparent bien avant. La première fois dans toute chose, c'est déterminant. Soit ça passe, soit ça casse. Et quand ça casse, c'est difficile après de rattraper. C'est pour ça qu'il faut, en tant que parent ou en tant qu'accompagnant, accompagner, préparer la rentrée de l'enfant. Je veux donner un petit exemple. Lorsque mon fils devait commencer l'année en première année de maternelle, on a eu toutes les peines à le faire revenir à la maison. Parce que l'enfant voulait rester à l'école. Le premier jour, c'est demi-journée. Pourquoi est-ce qu'on doit rentrer à la maison à midi? Non, lui, il veut rester jusqu'à la fin de la journée. Il a tellement aimé. Parce qu'il a aimé, on avait essayé de préparer pendant les vacances, aller voir l'école, voici où tu seras à la rentrée, qu'est-ce que tu vas faire,
pour que ça suscite l'envie chez l'enfant, de sorte qu'au moment venu, il sait déjà ce qui va se faire, il a déjà une idée et puis c'est plus facile de pouvoir lui laisser. Et quand on parle de préparation, il y a beaucoup d'établissements qui comprennent de plus en plus qu'il est important de préparer leurs élèves s'ils veulent de meilleurs résultats. Et certains vous ont fait confiance, donc avec votre expérience, de plus en plus, vous accompagnez certains établissements où avant que la rentrée effective ne soit effective, vous avez un temps d'échange. Comment ça se passe et de quoi il est question? Alors, il s'agit d'un temps de préparation déjà avant la rentrée, à la fin de l'année précédente. C'est le temps de faire le bilan. Moi, je recommande à tous les parents de faire un bilan de l'année antérieure. Ça nous permet de pouvoir mieux se projeter pour l'année qui va venir. De sorte qu'en tant que parent, en tant qu'apprenant également, on peut se préparer. Et à cette rencontre-là, ça sera l'occasion de pouvoir peser les pour et les contre, ce qui a marché dans l'année, ce qui n'a pas marché et quelle orientation on désire prendre pour l'année prochaine. Vous savez, le fait de planifier, c'est pas seulement en économie ou bien dans le développement. Même dans la vie de tous les jours, il faut planifier. Et c'est vraiment un moyen de réaliser la planification stratégique. Je veux atteindre un objectif en tant que parent. Je veux que mes enfants soient premiers, ou bien ils soient épanouis, ils puissent visualiser leur avenir. Et bien moi aussi je dois planifier, je dois faire mes objectifs. Ah, mon fils Ali ou bien mon fils X, voici ce que je souhaite pour toi. Pour que, en fonction de moi, ma vision, l'enfant aussi puisse le faire à sa manière. Et puis nous deux, on a déjà un élément en vue, de sorte qu'on puisse participer ensemble à l'atteinte de cet objectif. Très bien, elle parle de planification, elle parle même de bilan en fin d'année. Alors, quelle est l'expérience de certains parents d'élèves? L'année est achevée, les bulletins scolaires sont remis. Beaucoup d'entre les parents d'élèves pensent à l'année prochaine. C'est le temps de vacances, on pense à autre chose. Bon, il faut, comme elle a dit, il faut, comme Madame Michel a dit, il faut faire le bilan avec l'enfant. Il faut faire le bilan avec l'enfant. Il faut échanger avec l'enfant pour voir un peu les capacités dans lesquelles l'enfant excelle. Et voir, tout à l'heure, elle a parlé de changer avec l'enfant. Mais au-delà des gens de l'enfant, il faut aussi aller à l'école, dans l'école avec l'enfant, pour qu'il apprécie. Quand elle a parlé de son garçon qui partait pour la première fois, elle allait avec lui pour qu'il apprécie l'école. Donc, il faut... Et il y a d'autres facteurs. Par exemple, l'expérience que nous avons eue aussi, c'est que l'enseignante de là-bas, la directrice, fait un entretien avec l'enfant. Fait un entretien avec l'enfant. En dehors des parents, fait un entretien pour voir la capacité de l'enfant, pour voir si l'enfant même veut vraiment adhérer à cette école. Donc, il faut que l'enfant soit associé à tout cela. Il y a certains enfants qui sont très heureux de montrer leurs résultats scolaires à leurs parents. Ils ont eu une très bonne note, parfois une mauvaise, mais ils présentent leurs feuilles de copie à leurs parents. Par contre, il y en a d'autres qui n'aiment pas présenter, les parents ne demandent pas. Vous, en tant que coach, praticienne, qu'est-ce que vous pensez? Bon, il y a deux cas. Déjà, soit l'enfant ne présente pas parce qu'il sait qu'il va recevoir une sanction ou bien une désapprobation du parent, soit l'enfant ne présente pas parce que, bon, le parent ne s'y intéresse pas. Alors, dans ces circonstances-là, ça veut dire que le parent n'est pas vraiment présent dans le cursus, dans la réalisation de l'année. Ce n'est pas parce que nous sommes parents, que nous ne sommes pas sur les bancs, que nous ne devons pas suivre nos enfants. Mais il a payé la scolarité, la cantine, le car. L'élément financier est déterminant dans la réussite de l'enfant. Mais au-delà de ça, il y a ce que nous appelons le quotient émotionnel, qui est un élément qui est vraiment déterminant dans le succès. Les recherches montrent que sur 100% dans la réussite d'un individu, le quotient intellectuel, c'est-à-dire la capacité à acquérir des connaissances, ne compte que pour 20%. Et les 80 autres % se réfèrent à l'éducation, à l'environnement et surtout au quotient émotionnel, qui est cette capacité pour l'enfant de gérer ses émotions, de comprendre ses émotions, mais aussi de comprendre les émotions des autres et puis de pouvoir faire face aux défis. À partir du moment où l'enfant émotionnellement n'est pas stable, il est difficile qu'il puisse être ouvert à pouvoir acquérir de la connaissance. Et ça va influencer son rendement, ça va influencer sa progression et même sa performance au niveau scolaire. C'est pour ça, au-delà de tout ce qui est financier, nous encourageons les parents à vraiment manifester de l'intérêt pour l'école, à encourager, quels que soient les résultats. C'est pas ça qui est le plus important. C'est est-ce que l'enfant a la capacité, a la volonté d'apprendre. À partir du moment où l'enfant a la volonté, il y a plus de facilité pour qu'il puisse atteindre son objectif. Quand on regarde les nombreux objectifs et défis des parents, souvent ils n'ont pas le temps, ils sont en mission, ils sont en déplacement. Est-ce que vous pensez qu'un parent peut toujours trouver du temps à accorder
aux échanges avec son ou ses enfants qui sont en année de classe? Les parents doivent pouvoir trouver du temps. Parce que si l'enfant est notre priorité, on doit pouvoir trouver du temps. Quand c'est les deux parents encore qui sont avec l'enfant, il faut que les deux, il ne faudrait pas que ce soit un seul, le père ou la mère, qui s'en occupe. Il faut que les deux puissent entourer l'enfant. J'ai une anecdote. Moi, dans l'établissement que fréquente mon fils, on fait signer chaque note. Et durant l'année dernière, c'est moi qui signais toutes les notes. Et hier, il est venu avec une note, il dit « Ah, papa, l'année passée, c'est toi qui as signé toutes mes notes. Cette fois-ci, je te montre les notes, mais c'est maman qui va signer. » Oui, donc il a voilà. le souci, les deux. Il a le souci que maman s'intéresse à ses notes également. Donc, il faut que les parents s'intéressent. C'est vrai qu'il y a des missions, il y a d'autres charges, mais il faut donner la priorité aux enfants. Parce que si on ne donne pas la priorité aux enfants, demain, on ne va pas demander que ces enfants-là nous apportent le meilleur. Je veux rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à la priorité. Je crois que c'est un élément primordial. La question, c'est est-ce que nos enfants sont notre priorité? Parce qu'au jour d'aujourd'hui... Certains le disent, mais oui, mais il faut que ça se demande. Vous savez, c'est comme l'amour. L'amour, c'est pas seulement de dire je t'aime. Il faut démontrer. Votre enfant est votre priorité. Mais comment est-ce que nous, on perçoit qu'il est votre priorité? Il va dire que j'ai payé la scolarité. Ça, ce n'est pas la priorité. Ça, c'est un devoir de parent. Ouais. Ça, c'est un devoir. C'est une obligation qui incombe à tous les parents. Si tu as fait ça, tu n'as rien fait. Il faut aller au-delà. Et c'est de montrer en fait que votre enfant est la priorité. Mais la priorité, comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire par rapport à l'enfant. Il faut connaître votre enfant pour savoir qu'est-ce qui va amener votre enfant à savoir que vous êtes présent. Et pour cela, ça ne se fait pas de façon générale. Il y a des enfants qui sont plus émotionnels, qui préfèrent que le parent soit toujours près d'eux pour les encourager de façon verbale. Il y a d'autres enfants qui sont très indépendants et qui n'aiment pas trop qu'on les colle à la peau, ils n'aiment pas ça. Mais en fonction du type de caractère de votre enfant, vous devez savoir comment est-ce que je peux lui montrer qu'il est ma priorité. Très bien, parce que chaque jour, en revenant de l'école, l'enfant a toujours quelque chose à dire. Il a sa journée à raconter, il a ses bons moments vécus, des mauvais moments vécus, il veut un interlocuteur avec qui discuter. Donc si le père ou la mère n'a pas le temps, n'est pas disponible, finalement, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Et c'est dommage quand la personne n'est pas à l'intérieur de la famille. Alors quand on dit débuter bien une année scolaire, pour vous, qu'est-ce que cela sous-entend, M. Latro? Bon, comme nous le disions, débuter, c'est d'abord mettre tous les éléments en place pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions. Comme Mme Michel l'a dit, le départ de l'année scolaire est déterminant. On réunit toutes les fournitures scolaires. Fournitures scolaires. Il ne faudrait pas que au moment où on demande un tel document, l'enfant n'a pas, ses camarades ont ça et puis lui n'a pas. Ouais. Donc il faut vraiment anticiper. Il faut aller voir la direction pour que on ait tout le matériel pour que l'enfant démarre au même titre que ses amis. Parce que lui, il regarde ses amis. Si son voisin a un livre qu'il n'a pas, bon, ça va... Il peut être en retard également. Il peut être en retard, ça va le frustrer et puis il peut prendre un mauvais départ. Certains parents d'élèves ont coutume de dire, bon, quand on dit la rentrée c'est le 17 septembre, elle serait effective dans 2 semaines. Est-ce que cette manière de penser là, est-ce qu'elle est bien? Bon, ça c'est une question de mentalité. Vous savez, chacun a sa manière d'entrer dans le jeu. Nous, on recommande vraiment aux parents à préparer leur entrée. Peu importe si le premier jour, on n'a pas cours, mais vous savez, quand l'enfant commence quelque chose de nouveau, il y a un certain engouement, un certain zèle qui déborde. C'est là qu'il prend son élan. Donc, si vous ne profitez pas de ça pour pouvoir attiser la ferveur de l'enfant dans l'entrain, ça va perdre un peu de sa fraîcheur, de sa force. Et après, ça sera difficile de venir encore vers l'enfant. Donc, il vaut mieux prendre l'élan et puis continuer afin que ça puisse être profitable pour votre enfant. Je veux énoncer aussi un élément par rapport à la préparation pour la rentrée. Moi, je crois que entamer la rentrée, c'est vraiment poser les bases. Les bases, ce à quoi on s'attend pour l'année, c'est l'occasion de pouvoir se fixer des objectifs pour l'enfant comme pour le parent. Cette année, je suis en 4e, je suis en 3e, mais qu'est-ce que j'attends de cette année? Qu'est-ce que je veux voir à la fin de l'année? Comment est-ce que je visualise cette année? Cette projection va permettre à l'enfant de ne pas forcément aller à l'école pour rien.
mais de garder à l'idée que je vais pour un but. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école simplement pour satisfaire les parents, le désir, mais eux-mêmes, ils n'ont vraiment pas de motivation. Et c'est l'élément sur lequel nous nous appuyons dans les établissements, comment motiver les élèves à apprendre. Au-delà de satisfaire les parents, c'est d'abord pour eux-mêmes qui vont à l'école. Alors, comment est-ce que les parents doivent-ils fixer les objectifs de l'année? Parce que bien des fois, les objectifs fixés par les parents ne sont pas réalistes par rapport aux enfants. Hein? Un parent peut dire il faut absolument et coûte que tu sois premier. Tout le monde veut qu'on soit premier. Si le résultat n'est pas celui qu'on a demandé, ils ont parfois une mauvaise réaction vis-à-vis de leurs enfants, de telle sorte que certains enfants parfois n'en peuvent plus parce que les objectifs les dépassent. Monsieur Latro. Oui, il faut toujours associer l'enfant. Et comme on parle d'objectifs, nous avons eu particulièrement cette expérience, comme on le dit, de parler avec l'enfant et de lui dire, bon, combien tu veux obtenir en cette année, combien tu peux obtenir comme moyenne. Et il va le dire par rapport aussi à la moyenne précédente. Et moi, j'ai coutume de faire un petit pari avec mes enfants. Avec mes enfants, je leur dis, bon, de telle note à telle note, voilà ta récompense. Voilà ta récompense de telle note à telle note. Et c'est sur cette base qu'on travaille. Et effectivement, quand ils ramènent la note, on ouvre un cahier, on note, on dit bon, tu as obtenu 17, donc tu as droit à plus 1000 francs. Et ça booste. Voilà. Donc ça booste l'enfant à faire. Donc l'objectif, c'est de définir l'objectif à l'enfant. C'est vrai que on peut dire qu'on peut demander à l'enfant d'avoir 17 de moyenne. Mais l'enfant n'a pas obtenu 17 de moyenne, il a obtenu 16 de moyenne, mais l'enfant est peut-être deuxième. Ça veut dire que le premier même a eu des difficultés à obtenir les 17 de moyenne. Donc, il ne faut pas dire non, comme moi, le blâmer. Voilà, comme j'attendais 17 de moyenne, donc tu n'as pas dit non. Il faut encourager l'enfant pour dire que, en tout cas, tu as pu obtenir, et demain, tu vas aller plus haut que ça, il faut l'encourager. Oui, sur cette même question, on a vu sur les réseaux sociaux, je crois l'année dernière, un enfant qui était devant la télévision, on était en train de le brimer pour lui dire que tes amis sont premiers de classe et toi tu ne l'es pas, ainsi de suite. Le petit a répondu pour dire mais moi au moins je suis parmi les 5 premiers. Au lieu de m'encourager, vous ne le faites pas, il était tout fâché. Comment est-ce qu'il faut réagir pour éviter de frustrer les enfants et surtout les encourager? Moi je crois qu'il faut s'attarder sur l'évolution, la progression et non pas la proposition bien l'objectif que nous avons fait. Si nous avons un enfant qui a été premier de classe et qui n'a pas été par exemple il a été premier de classe avec 16 de moyenne, nous on aurait aimé qu'il soit premier de classe avec 17 de moyenne. Je crois qu'il y a déjà un élément de félicitation à apporter. Parfois nous les parents on voudrait des choses impossibles que nous-mêmes on n'a jamais vu, on n'a jamais expérimenté, c'est ce que nous on attend de l'enfant. Mais l'enfant aussi a des besoins. Les contextes ne sont plus les mêmes. C'est vraiment très différent parce qu'on essaie de faire vivre à nos enfants des rêves que nous-mêmes on n'a pas pu accomplir. Je voudrais que vraiment on puisse, ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas avoir une moyenne de grandes ambitions pour nos enfants, mais quand même il faut savoir le faire, surtout en considérant le caractère de nos enfants. Il y a, je crois, sur Internet aussi une jeune élève qui n'a pas été à la place que ses parents voulaient, première ou deuxième, elle était cinquième, voilà, qui s'est donné la mort. Et ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'à un certain moment, on a dépassé le cadre qu'il fallait. Et ça, ce n'est pas bon pour l'enfant. Émotionnellement, l'enfant a besoin de pouvoir se sentir accepté. Très bien. Parlons de la collaboration qui existe ou qui devrait exister entre les parents d'élèves, l'administration, les enseignants. Alors, quelle en est l'importance, M. Latro? Les trois, que ce soit le parent d'élève, l'enseignant et l'élève, doivent travailler ensemble. Donc, dans ce cadre-là, le parent doit pouvoir quand même connaître un enseignant de son enfant. Surtout quand c'est au primaire. Que ce soit au primaire comme au secondaire, il faut quand même avoir un numéro d'un de ses enseignants, de son éducateur au moins. Mais je parie qu'il y a certains parents qui n'ont pas le numéro de l'éducateur, qui n'ont pas le numéro de l'enseignant. Bon, si vous n'avez pas, comment vous saurez si votre enfant même est parti en classe? C'est vrai, il peut recopier les cours à la sortie, mais au moins pour avoir des contacts avec ces éducateurs-là, pour voir comment est-ce que ton enfant se comporte, est-ce que le comportement qu'il a à la maison, parce qu'il peut présenter un visage d'ange, et puis à l'école, présenter un autre. Donc, ce sont ces échanges qu'il faut avoir. Et puis,
l'éducateur permettra à l'enfant aussi, si par exemple l'enfant a eu des difficultés en famille, on peut l'aider à s'améliorer. Donc je pense que les parents devraient pouvoir, avec les éducateurs, jouer vraiment dans le même, ensemble, pour pouvoir aboutir à l'efficacité de l'enfant. Très bien. Dans une école, il y a un enseignant qui a créé un groupe WhatsApp dans lequel il a posé une préoccupation aux parents. Dans cette préoccupation, il demande aux parents de donner leur avis. S'il y a des enfants qui sont qualifiés d'un peu turbulents ou qui perturbent la classe, qui ont une progression difficile, alors quel est leur point de vue sur la manière dont les enfants devraient être encadrés? Est-ce que l'enseignant fait bien de poser une telle préoccupation quand on sait qu'il est bien formé, ou est-ce que l'objectif qu'il vise de la collaboration et des retours des parents est une très bonne chose? Votre analyse? Alors, je pense que sa question, c'est pas dans le sens de je ne sais pas informer moi, c'est plus dans le sens d'associer le point de vue des parents à la situation, et surtout pour aussi amener les parents à comprendre aussi que à un certain moment, c'est eux qui peuvent changer la donne dans le comportement de l'enfant. Vous savez, on attend en tant que parents parfois un peu trop de l'enseignant. On essaie de nous défouler sur l'enseignant, de lui mettre toute la responsabilité de l'éducation, de la progression de l'enfant. Mais en réalité, ce n'est pas à l'enseignant de le faire. C'est aux parents, et en tant que parents, nous devons adopter la bonne posture. Nous devons reprendre et puis réaliser notre rôle comme il convient. L'enseignant, il n'est que de passage. Il ne fait qu'accompagner l'enfant à partir de la base que l'enfant a reçu de ses parents. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne si un enfant est turbulent en classe. Bon, là, c'est pas à l'enseignant, c'est pas à l'enseignant, il faut poser la question, c'est aux parents. Si à la maison, à l'école, il a des attitudes différentes, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci, et il faudrait vraiment qu'en tant que parents, nous puissions agir, participer. J'espère que les parents sur ce groupe ont réagi. Oui, il y a beaucoup de réactions d'ailleurs. Il y a beaucoup de réactions, et que l'enseignant à utiliser ces réactions-là pour améliorer son accompagnement. Justement, comme vous le dites, l'enseignant a finalement dit que ce n'est pas parce que je ne suis pas formé, mais c'était vraiment pour avoir le point de vue des uns et des autres. Alors, il y a ce qu'on appelle les renforcements, les cours de renforcement de capacité. Il y a parfois des répétiteurs, des accompagnateurs pédagogiques qui prennent le relais. Quelle est l'importance de tout cela? Bon, elle nous le dira. Elle dira, mais je vous laisse aller. Ce que chaque enfant a sa spécificité. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de répétiteurs pour avancer. Il y a certains aussi qui ont besoin qu'on puisse les booster à partir de répétiteurs. Donc tout est question de connaître son enfant. De connaître son enfant et d'échanger. Je dis toujours, il faut associer, d'échanger avec l'enfant. Il y a des enfants qui disent que moi, je n'ai pas besoin de répétiteurs. Il faut qu'il le démontre. Voilà, il faut qu'il le démontre. Donc, s'il dit qu'il n'a pas besoin de répétiteur, que vous forcez l'enfant à avoir un répétiteur, peut-être que ça aurait des conséquences. Vous payerez votre temps. Voilà, parce que... voilà, vous payerez de l'argent au répétiteur, mais l'enfant ne sera pas au rendez-vous. Donc, il faut pouvoir peut-être lui faire comprendre l'importance du répétiteur et lui dire ce que le répétiteur peut lui apporter. Et puis, bon, échanger avec lui. Puis il va comprendre. C'est vrai que peut-être que s'ils sont très petits, on ne pourra pas échanger avec eux, ils ne pourront pas comprendre. Mais il faut amener l'enfant à comprendre la nécessité du répétiteur. Très bien, sur la même question, et à partir de quel moment on peut avoir un répétiteur ou on peut faire un renforcement? Bon, alors ça dépend des cas de l'enfant. Vous savez, en ce moment, notre système éducatif ne permet pas de réaliser une différenciation. C'est-à-dire que les enfants sont traités de la même manière, alors que nous n'apprenons pas de la même manière, donc on ne progresse pas de la même manière. Moi, j'ai eu, et c'est d'ailleurs ça qui a été à la base de la mise sur pied du cabinet, parce que dans mon accompagnement avec mes enfants, je me suis rendu compte que le système, puisque nous sommes nombreux dans la classe, nous ne pouvons pas en tant qu'enseignants accompagner chaque élève selon sa progression. Ça va être un peu difficile. À certains moments, il faut donc qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervienne dans l'apprentissage de l'enfant. Mais ça, c'est vraiment selon les cas, selon les enfants, selon leurs possibilités, leurs capacités. L'idée, c'est qu'un encadreur, moi je préfère ce thème-là, un encadreur vienne encadrer, encourager l'enfant selon sa méthode d'apprentissage personnel et
À un certain moment, l'enfant acquiert de l'autonomie, laissez l'enfant évoluer. Ça ne sert à rien. Depuis la maternelle, on prend un répétiteur, un encadreur jusqu'à la terminale. Arrivé à un certain moment, l'enfant devient dépendant. Et il ne peut pas travailler seul s'il n'y a pas quelqu'un pour l'accompagner. Et ça, ce n'est pas bon. Si on veut réaliser un accompagnement avec un encadreur, il faut le faire pour un temps. Quand l'enfant est aguerri, qu'il a la possibilité de continuer tout seul, on le laisse faire et puis il évolue. Très bien, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous sommes à moins d'une minute de la fin. Chacun d'entre vous aura certainement 15-20 secondes. Certes, pour quelques petits conseils à l'endroit, premièrement, vous, des enfants, vous, à l'endroit des membres du système, tels que les éducateurs, les enseignants. Bon, ce que je dirais aux enfants, c'est que je vais leur dire qu'ils ont tous les capacités de réussir. Quand je parle d'enfants, je fais allusion aux apprenants, parce qu'il y en a qui ne sont pas enfants. Oui, chaque élève a une capacité de réussir. Maintenant, il faut se faire confiance. Il faut bien suivre en classe. Il faut écouter son encadreur et puis écouter également les parents. Très bien. Et je pense que si on est studieux, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Très bien. Alors, je voudrais vraiment encourager les enseignants, les éducateurs à poursuivre ce qu'ils ont l'habitude de faire, accompagner et former. C'est une noble tâche que de préparer les générations futures. Et pour cela, ils ont besoin de beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. C'est vrai que les enfants sont ce qu'ils sont. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles ils seront confrontés. Mais nous croyons que s'ils sont à ce poste-là, c'est qu'ils ont la capacité de pouvoir tenir ferme et accompagner les enfants jusqu'au bout. Très bien. Et nous sommes disponibles pour créer de telles plateformes pour encourager, pour former, pour éduquer. Merci Elisabeth Messé. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes praticienne en psychopédagogie positive. Merci également à M. Tite Latro, qui est manager de services informatiques et parents d'élèves. Avec nous avons discuté de la rentrée des classes. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.